Bonsoir. Si nous avons choisi le gauchisme comme thème du débat de ce soir, ce n'est pas uniquement parce que nous sommes au mois de mai. C'est parce qu'il nous a paru nécessaire de faire le point maintenant sur ce phénomène gauchiste. Les gauchistes en France, en mai 1968, c'était essentiellement, presque uniquement des étudiants. Et on s'est demandé pendant quelque temps si le gauchisme serait capable de survivre après le retour au calme. En 69, 70, beaucoup pensaient que le gauchisme était en fait en voie d'extinction. Et puis, au cours de ces derniers mois, des conflits ouvriers ont fait apparaître que le gauchisme avait peut-être réussi, par-ci, par-là, à s'échapper des facultés, à pénétrer dans le monde ouvrier, bref, à prendre d'autres formes. Alors, le gauchisme est-il devenu une donnée de la vie politique française dont il faut tenir compte? A-t-il un avenir? Peut-on l'accepter ou le condamner en bloc? Eh bien, c'est le vrai thème du débat de ce soir. Les deux hommes qui vont en débattre, nous ne vous les présenterons pas longuement, vous les connaissez, ils sont déjà venus tous les deux à armes égales. Michel Rocard, secrétaire national du PSU, député des Yvelines, c'est un dirigeant d'un parti qui, sans être gauchiste, prétend le mieux connaître et comprendre les gauchistes. Alexandre Sanguinetti, député UDR de Haute-Garonne, ancien ministre, gaulliste, mais parmi les moins conformistes, il est à sa manière un contestataire souvent dans la majorité. Je voudrais vous dire encore que nous avons un peu modifié la dernière partie de cette émission. Au lieu de 6 invités, nous n'en aurons que 3, mais 3 responsables de partis ou d'organisations directement concernés par le débat d'aujourd'hui, un communiste, un gauchiste, un cadre de la CGC. Tous 3 auront davantage de temps pour interroger M. Rocard et Sanguinetti, et nous pensons qu'ainsi cette dernière partie pourra apporter quelque chose de plus au débat. En prologue, comme d'habitude à notre débat, un sondage de la Sofres qui va nous permettre de savoir comment les Français jugent, comprennent, admettent ou refusent le gauchisme. Comment les Français perçoivent-ils le gauchisme et ceux qu'on appelle gauchistes? Éprouvent-ils à leur égard de la sympathie ou de l'hostilité? À quoi attribuent-ils la naissance et le développement de mouvements gauchistes depuis une dizaine d'années dans de nombreux pays? Telles sont les principales questions que la Sofres a posées pour l'émission de ce soir. Rappelons que le sondage a été réalisé dans les conditions habituelles, c'est-à-dire auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de l'ensemble des Françaises et des Français âgés de 21 ans et plus. Première partie de ce sondage, donc, la perception du gauchisme. Première question. Les gens contestent ou acceptent plus ou moins la société actuelle. Parmi les groupes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qui contestent le plus la société actuelle? Les gauchistes, 68%. Les étudiants, 48%. Le Parti communiste, 47%. Les petits commerçants, 25%. Les ouvriers, 19%. Le Parti socialiste, 12%. Les agriculteurs, 12%. L'Église catholique, 3%. Le total est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses. Les gauchistes apparaissent donc comme ceux qui contestent le plus la société actuelle. 3 autres résultats méritent d'être soulignés. Le Parti communiste n'est cité que par la moitié des personnes interrogées. Les petits commerçants sont plus souvent cités que les ouvriers. Enfin, en dépit des initiatives de certains de ses membres, l'Église catholique n'est pas rangée parmi les groupes qui contestent la société actuelle. Deuxième question. Est-ce qu'à votre avis, dans les années qui viennent, le nombre des gauchistes va aller en augmentant ou au contraire en diminuant? Il va aller en augmentant, 44%. Il va aller en diminuant, 15%. Il va rester le même, 18%. Sans opinion, 23%. Deuxième partie du sondage, l'attitude à l'égard du gauchisme. Première question. Dans l'ensemble, avez-vous plutôt de la sympathie ou plutôt de l'hostilité pour les gauchistes? Plutôt de la sympathie, 15%. Plutôt de l'hostilité, 43%. Indifférent, c'est-à-dire ni sympathie ni hostilité, 33%. Sans opinion, 9%. La minorité, 15% des personnes interrogées qui déclarent éprouver de la sympathie pour les gauchistes, n'est pas négligeable au regard du grand nombre de ceux qui ne se prononcent pas, qu'ils soient indifférents ou qu'ils n'aient pas d'opinion sur ce sujet. Deuxième question.
Dans l'ensemble, quand vous pensez à mai 1968, y pensez-vous comme à quelque chose de plutôt positif ou comme à quelque chose de plutôt négatif? Comme à quelque chose de plutôt positif, 41%. Comme à quelque chose de plutôt négatif, 42%. Sans opinion, 17%. La référence aux événements de mai 1968 reste très présente à l'esprit des Français, qu'elle divise en deux groupes d'importance égale. Enfin, dernière partie du sondage, l'explication du gauchisme. La question était libellée de la façon suivante. Depuis une dizaine d'années, on observe des mouvements gauchistes dans beaucoup de pays. À votre avis, parmi les choses suivantes, quelle est celle qui explique le mieux ce phénomène? Les gens ont perdu le sens de l'effort et de la discipline, 31%. La vie dans la société actuelle est trop difficile, 25%. Les gens ne se laissent plus faire comme avant, 18%. Il y a des groupes qui cherchent à détruire la société, 17%. Sans opinion, 9%. Sur ce point aussi, les Français se partagent en deux groupes d'importance à peu près égales. 48% des personnes interrogées ont une appréciation négative des causes du phénomène gauchiste et mettent l'accent sur la perte du sens de la discipline et l'action de groupes subversifs, alors que 43% d'entre eux, en revanche, imputent ce phénomène aux conditions de vie dans la société actuelle et au désir de les transformer. Monsieur Rocard, je crois que vous avez quelque chose à dire sur ce sondage. Oh, très peu de choses. Je crois, comme d'ailleurs le petit animal inventé par Piem pour les besoins de la cause, que le mot même de gauchisme est lourd de trop de choses compliquées et qu'il ne facilite pas la clarification de ce qui se passe dans nos sociétés. Je suis même moins surpris qu'il n'y ait que 43% d'hostiles et que le reste soit indifférent ou sympathique. C'est finalement beaucoup. Mais je crois, j'avais souhaité d'ailleurs qu'on essaye d'aborder les comportements ou les attitudes avec un vocabulaire plus neutre dans le sondage même. Ça n'a pas été techniquement possible et je n'en fais pas du tout critique à la Sophresse, mais je crois qu'au lieu de sonder sur un mot, il vaudrait mieux regarder les attitudes, les questions que se posent les gens dans notre société, ça me paraîtrait plus rigoureux. D'autant d'ailleurs que ce sondage donne des résultats parfois un peu différents de certains autres. Nous en avons vu un qui, s'adressant en plus aux jeunes, donnait des résultats très différents. Et celui de l'IFOP la semaine dernière donnait des résultats assez différents. C'était à mentionner. À la formulation des questions. Disons que le débat éclairera. Oui, ça tenait à la formulation des questions. Sûrement. Monsieur Sanguinetti, un mot? Je n'attache pas une importance démesurée aux sondages. Ils sont intéressants comme indication, mais sans plus. Bien. Eh bien, messieurs, nous allons maintenant voir les films que vous avez réalisés spécialement pour cette émission. Comme d'habitude, nous allons procéder à un tirage au sort. Monsieur Rocard, à une lettre près, vous êtes le premier dans l'ordre alphabétique. Alors, c'est vous qui choisissez pile ou face. Pile. Symbole de la suite. C'est face. Monsieur Sanguinetti, vous avez gagné. C'est à vous de choisir si vous passez en premier ou en second votre film. En second. En second, nous allons donc voir maintenant le film de monsieur Michel Rocard. Je vous présente Monsieur Guernic. Il est breton, il est artisan. Il est aussi vous tous à la fois. Que vous soyez ouvrier ou cadre, paysan ou chercheur, mère de famille ou célibataire, ce qui lui est arrivé peut vous arriver à vous demain. Il passe en correctionnel le 25 mai pour avoir soutenu des amis qui jetaient à la décharge publique les prospectus d'un concurrent déloyal, un magasin à grande surface. Bon, d'accord, il y a eu des tracts donc, publicitaires de kidnappés. Hein. C'est sûr, c'est un délit, pas de doute. Hein. Enfin, c'est quand même un délit mineur, à mon point de vue. On l'idée. Alors, une fois pris sur le fait, bon, enquête, etc., une amende, quoi, je pense. Tribunal de simple police, et voilà, c'est tout. Non, non, ah non, c'est que ça a explosé. Ça a fait une histoire de maquis, de maquisards, je sais pas, moi, enfin, de guerre de libération, bientôt, juste à partir d'une bêtise. Pareil, quoi. Hein? Alors, comment ça s'est passé, donc, à partir du moment où ils ont su que des tracts avaient été pris? Eh bien, c'est-à-dire, les
Les gens donc, qui distribuaient ces tracts ont porté plainte, ce qui est normal d'ailleurs, logique, ouais. On voit absolument rien, on voit pas d'inconvénient à ça. Et résultat, 2 de nos camarades incarcérés, paf, comme ça, sans jugement, sans rien, et voilà, enfermés au bagne de Brest. Et alors vous avez décidé de vous constituer prisonnier. Ah ouais, on s'est dit, ben, c'est la seule solution. Parce que nos 2 copains sont dedans, ben, nous aussi, on va y aller, tous, dedans. Et alors là, ça a fait la grosse affaire. Ah, parce que ça, c'est encore pire, évidemment, se constituer prisonnier. Vous vous rendez compte? Alors, j'aurais jamais cru que je serais tombé sous le coup de la loi anti-casseur en me constituant prisonnier. Ça, j'avais pas pu imaginer. Encore. Je pensais que se constituer prisonnier, c'était tout ce qu'il y avait de plus... Enfin, de moins violent, quoi, au monde. Je me constitue prisonnier. Ah non, non, non. Maintenant, j'ai appris que c'était... Ben, qu'on était casseurs quand on faisait ça, quoi. C'est-à-dire comment ils ont réagi? Alors, les gendarmes, ici? Ouh là, prudemment. Ils sont barricadés dans leur gendarmerie. Ils ont appelé les renforts, s'il vous plaît. Et ils sont venus, les renforts. Ah, ils sont venus. Ah, ouais. Compagnie, casqués, bardés, tout. Fusil. Première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Et le matraquage a commencé, d'ailleurs, tout de suite. Ah oui, enfin, coup de crosse. Alors, ça a commencé à crier, parce qu'il y en a un qui a reçu pas mal de coups de crosse sur la tête, là, tout de suite. Et d'autres aussi. Il y avait d'ailleurs un des gars qui était avec nous et qui n'est quand même pas non plus n'importe qui, parce qu'il est l'adjoint au maire de la Feuillée, qui a reçu un coup de crosse sur la tête. Sa casquette est tombée, s'est baissé pour la ramasser, et puis paf, un autre. On l'a traité d'ailleurs de gros cochon, parce qu'il est costaud, le gars, quoi. Ouais, bah, c'était bien. Puis après, allez, accroupi le long du mur, des mains sur la tête. Ah ouais, des félagas. Ah, moi, je me suis senti un félaga ce soir-là, il n'y a pas de doute, quoi. C'est la première fois, d'ailleurs, mais enfin, ça m'est resté depuis. On risque d'être traumatisé avec des trucs comme ça. Hein. C'est vrai. Mais le type qui veut simplement vivre, hein, survivre, faire vivre sa famille, et être lui-même dans son pays, ben, ici, c'est bien difficile, hein, depuis pas mal de temps. Alors, je crois que les gars commencent à en avoir ras-le-bol, quoi. Vous savez que ras-le-bol, c'est une expression gauchiste. Ah, ça, peut-être, ouais. C'est possible. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que gauchiste, de toute façon? Ça, je sais pas. J'entends ce mot-là, je vois ce mot-là partout. On le jette même à la figure, quelquefois. Bon, peut-être bien, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, il faudrait savoir, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, gauchiste? Si c'est vouloir vivre chez soi, de son travail, en paix, alors là, je suis gauchiste, quoi, si on veut, quoi. C'est à peu près tout ce que je veux, et c'est ça que je veux pour mes copains aussi. Pour nous tous ici, quoi. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ce que je pense de tout ça, ben, je pense que c'est pas bien beau, quoi. Hein, que ça m'a rappelé des souvenirs, surtout. Des vieux souvenirs. Ouais. C'était pas les mêmes uniformes, hein, ça, je dois dire. Mais les gueules que j'ai vues, là, ce soir-là, dans la gendarmerie, c'est un peu les mêmes gueules. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est triste, quoi. On veut vous faire peur. Mais qui sont-ils, ces hommes qui nous gouvernent, ces bourgeois tout-puissants? Pour établir leur pouvoir, il leur a fallu faire la plus grande révolution que la France ait connue. Pour consolider ce pouvoir ou le reprendre, il leur a fallu, en 1871, trahir le pays et négocier avec l'Allemagne l'assassinat de la Commune. Pour le reprendre enfin, en 1958, ils se sont appuyés sur les régiments parachutistes d'Alger. Alors, de quel droit nous donnent-ils des leçons, ces fils de la violence? Leur légalité, c'est leur violence codifiée. Avez-vous jamais vu des forces de police défendant des locataires expulsés contre un propriétaire abusant de ses droits? Avez-vous jamais vu des forces de police défendant des travailleurs contre un patron décidant de fermer son usine? Mais la pire des violences n'est-elle pas de condamner des hommes au chômage? La pire des violences n'est-elle pas de proposer aux jeunes de 20 ans une société de rapine et de profit où l'affairisme gouverne et où la loi du plus fort est la seule respectée? Va-t-on plier toujours? Lorsque la justice a disparu, lorsque la loi légalise l'oppression, reste-t-il d'autres recours que la force collective? La grève du joint français a commencé par une occupation de l'usine. Longtemps, les travailleurs ont cherché un interlocuteur avec qui discuter. Quand ils en ont trouvé un, ils ont voulu aller jusqu'au bout de leurs problèmes. En face, ils appellent cela une séquestration.
Écoutez ces deux ouvrières du joint français. Quand elles vous parlaient, elles ne savaient pas encore qu'elles gagneraient. Mais elles savaient déjà qu'elles avaient changé. Elles avaient pris conscience. Oui, je suis une révoltée. Parce que il y a vraiment des... Comment je dirais bien? Des injustices dans cette usine qui dure depuis très longtemps. Et on en a marre, quoi. On est à bout de voir ça. C'est propre à l'usine du joint? Ah voilà. Lorsqu'il y a des grosses visites, on est payé à faire le ménage. Pendant au moins 1 heure. On nous donne un tablier propre. Et ma camarade, un coup, elle s'est trouvée sur une machine vraiment très très dure. J'estime que c'est une machine pour un homme. Le jour de la grosse visite, on l'a mise sur une machine, mais alors très très facile. Aux yeux des gens, ça paraissait normal. Mais le lendemain, lorsque les visiteurs sont partis, elle est retournée sur sa machine. Et bon, bah, l'atelier, j'estime que c'est dégueulasse. Là où on est, il y a plus sale. Mais pour les femmes, je crois que c'est l'atelier le plus sale. Josiane, expliquez-moi ce que vous faites. Montrez-moi ce que vous faites sur votre machine. Ce que je fais, je tronçonne des pièces. Comment on fait? Montrez-moi. C'est difficile à montrer. Essayez. Mais c'est une machine où il y a 3 mollets. Et il y a des gros boudins à porter, quoi. C'est trop lourd pour une femme. Généralement, c'est un homme qui a à ma place. Mais comme il n'y a pas de travail ailleurs, on met là, quoi. Liliane, vous travaillez depuis combien de temps à l'usine? Ça fait 4 ans et demi. Alors comment ça s'est passé pour vous au début? Au début, ben, j'étais antigréviste au début, parce que en 68, je connaissais pas rien sur les grèves. Je crois que c'est la première fois que je travaillais. Et puis, comme on est 9 enfants à la maison, ben, je ne pouvais pas me permettre de faire grève pendant 5 semaines comme on l'a fait. Et puis, mon père était malade en ce temps-là. Et comme j'étais la seule à travailler en usine, il fallait bien qu'on ramène une paye à la maison. Puis maintenant, les temps ont changé, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Ben, on est plusieurs à travailler maintenant. Et puis, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans et demi, j'ai appris quand même ce que c'était que la vie d'usine, quoi. Qu'est-ce que c'est la vie d'usine? La vie d'usine, c'est un boulot dégueulasse. C'est le bagne. Est-ce que vous êtes pour la violence? Non, je ne suis pas pour la violence. Bien sûr, on a eu plusieurs occasions. Le directeur nous a provoqué plusieurs fois en envoyant ses flics et tout ça. Moi, je crois que dans des conditions comme ça, on est pour la violence, je crois. Quand on voit les flics en face de nous, je crois qu'on est pour la violence. Moi, je trouve, parce que ça révolte de voir des trucs comme ça. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je crois que en envoyant des flics dans l'usine, ils nous ont provoqués, écoute. Oui, ils nous ont provoqués. Donc, je crois que quand on voit ça, moi, je suis pour la violence. Pas toi. Non. Et vous, votre avenir à vous, vous le voyez comment? Si on ne change pas de travail, je crois que je ne pourrais pas rester là. Parce que quand je demande de changer de place, par exemple au joint, à la place où je suis, on me répond si t'es pas contente, on me met à la porte. Mais maintenant, je crois que je pourrais plus accepter de rester, de rester sur cette machine, quoi. Puis de me faire trimballer dans tous les ateliers comme on me trimballe en ce moment. Depuis la grève? Depuis la grève, je crois, oui. Et pourquoi ça? Parce que maintenant, c'est maintenant que je me rends compte comment on m'a pris pour un pantin depuis que je suis dans l'usine, quoi. C'est maintenant que je vois ça. En rentrant, je crois que je pourrais plus me laisser faire. Je crois que j'hésiterais plus à aller trouver mon chef et lui dire je suis pas un pantin, je resterai pas sur cette machine. On mettrait un travail de femme, pas un travail d'homme. Ça, c'est plus possible maintenant. Je peux plus durer. Je crois qu'on a pris de l'autorité depuis qu'on est en grève parce que avant, ça ne serait pas permis de dire des choses comme ça, mais maintenant, je crois que. Et s'il refuse, le chef? C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne resterait pas en usine. Oui, je ne resterai pas en usine. Je ne pourrais plus maintenant rester sur cette machine, je suis certaine.
Et si on n'allait pas en usine? Je sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas ce que je ferai. Mais elle sait qu'elle fera quelque chose, et c'est là que tout commence. Des gauchistes, ces ouvrières? Un gauchiste, cet artisan? Non, des révolutionnaires. Ils n'ont pas supporté l'injustice. Ils ont réglé eux-mêmes des problèmes qui ne pouvaient l'être autrement. Et ils ont gagné. C'est la voie. Car la lutte du peuple, et je le dis avec force à toutes les organisations révolutionnaires, n'a nul besoin de provocations ou d'excès pour être victorieuse. Elle n'a pas besoin d'être légale, il lui suffit d'être légitime. Amis de partout, l'espoir est à portée de la main. Il suffit pour cela de n'être plus résigné. Nous voulons vivre. Vivre en hommes libres et responsables, dans une société où enfin les hommes prendront en main eux-mêmes leur propre destin. C'est la prochaine grande aventure qui nous attend. C'était donc le film de M. Michel Rocard. Et nous allons maintenant voir le deuxième film réalisé pour cette émission, le film de M. Alexandre Sanguinetti. C'est noir. Pour faire ce film sur le gauchisme, on aurait très bien pu prendre 10 minutes de Tout va bien. Et puis à la fin, Sanguinetti aurait dit « Voilà, le gauchisme aujourd'hui en France, c'est ça. » Et puis, il y aurait eu le débat. Non. Non, c'est pas possible. On a du son. On a de la pellicule. On a une caméra. Il nous faut nos propres images. Ça tourne. Qu'est-ce qu'on fait? Le gauchisme. Sanguinetti Rocard. Et on fait lequel? Sanguinetti. Ah non. Qu'est-ce qu'il a à dire, Sanguinetti, sur le gauchisme? Eh bien, d'abord, il aurait voulu faire une sorte de portrait, un portrait fiction, d'un gauchiste. Alors, on se serait adressé à un comédien pour lui demander de jouer le rôle. Il nous aurait dit... Mais Sanguinetti, c'est contre qui, déjà? Rocard. Je ne vais pas faire tourner pour Rocard. Hein. Pour le convaincre, on lui aurait expliqué ce que Sanguinetti pense des gauchistes. Les gauchistes d'aujourd'hui ont, comme leurs aînés, un comportement romantique, une soif d'absolu, une vision du monde qui leur est propre, sans rapport avec la réalité. Les ancêtres, c'est d'abord Rousseau, avec sa condamnation de la société qui rend l'homme mauvais, le mythe du bon sauvage. Je savais qu'en regardant de près nos institutions, tu serais bien éloigné d'y prendre la confiance qu'elles ne méritent pas. C'est en vain qu'on aspire à la liberté sous la sauvegarde des lois. Des lois, où est-ce qu'il y en a et où est-ce qu'elles sont respectées? Partout, tu n'as vu régner sous ce nom que l'intérêt particulier et les passions des hommes. La liberté n'est dans aucune forme de gouvernement. Elle est dans le cœur de l'homme libre. Il la porte partout avec lui. C'est Proudhon et le refus de l'ordre. Et vous, triste victime d'une odieuse loi, vous qu'un monde railleur dépouille et outrage, vous dont le travail fut toujours sans fruit et le repos sans espérance, consolez-vous, vos larmes sont comptées. Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelque nom qu'il se déguise, est oppression. La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. C'est Bakounine et le refus de l'État. L'État est une institution historique transitoire, une forme passagère de la société. La révolte est beaucoup plus facile contre l'État, car il y a dans la nature même de l'État quelque chose qui provoque à la révolte. L'État, c'est l'autorité, c'est la force, c'est l'ostentation et l'infatuation de la force. Il ne s'insinue pas, il ne cherche pas à convertir. Et toutes les fois qu'il s'en mêle, il le fait de très mauvaise grâce. Car sa nature, ce n'est point de persuader, mais de s'imposer, de forcer. C'est Trotsky et l'affirmation de la lutte des classes comme moteur de la société. La construction socialiste n'est concevable que sur la base de la lutte de classe, à l'échelle nationale et internationale. Cette lutte, étant donné la domination décisive des rapports capitalistes sur l'arène mondiale, amènera inévitablement des éruptions violentes, c'est-à-dire à l'intérieur des guerres civiles et à l'extérieur des guerres révolutionnaires.
C'est Marcuse, l'inventeur de l'aliénation. Nous pouvons distinguer de vrais et de faux besoins. Sont faux ceux que des intérêts sociaux particuliers imposent à l'individu. Ceux qui justifient un travail pénible, l'agressivité, la misère, l'injustice. Se détendre, agir et consommer conformément à la publicité, ce sont pour la plupart de faux besoins. C'est Marx. Lui, ce serait un père naturel. En ce sens que les gauchistes se réclament de Marx, mais ne sont pas des marxistes. Quels que soient les postulats dépassés du marxisme, les gauchistes n'appliquent pas la rigueur cartésienne du raisonnement de Marx. Ce sont des fils de bourgeois fascinés par le romantisme de la violence. En d'autres temps, ils auraient été fascistes. Après nous avoir écoutés attentivement, le comédien nous aurait répondu: Moi, si tu veux, tout ça, ça m'intéresse pas. Tout ça, c'est des citations, tu vois. C'est des trucs littéraires. Proudhon, Jean-Jacques Rousseau, c'est pas ça la réalité. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est plutôt la question du pouvoir. Il y en a marre des hommes politiques, tu vois. C'est pour ça que je suis gauchiste. Il y en a marre de la politique, des hommes politiques, des types qui décident pour toi. Ce qui est intéressant, c'est la vie quotidienne, quoi. Je sais pas, moi, la vie de tous les jours. Alors la réalité pour lui, c'est quoi? Par exemple, le journal. Bon, qu'est-ce que tu vois en première page? Bon, le juge Pascal marche sur une poudrière. C'est ça la réalité? Bon, d'accord, je veux bien que c'est une réalité pour certaines personnes, mais pour l'ensemble des gens, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je vois d'autre en première page, hein? Spectacle insolite hier après-midi, place de la Bastille. Ils entrent dans la carrière. C'est ça la réalité des types qui rentrent, je sais pas où, à la garde républicaine? C'est pas intéressant, ça. La réalité, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vois d'autre en première page? La tour Eiffel tatouée sur une fesse vaut-elle 10 000 francs? C'est ça la réalité? On s'en fout de ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui intéresse les gens. Alors tu comprends, quand il y a des gens qui luttent parce qu'ils n'ont pas de logement, qu'ils occupent un logement, quand il y a des ouvriers qui occupent une usine, ben nous on les soutient. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est la vie de tous les jours. Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour ou de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Ce qui nous intéresse, nous, tu vois, c'est de... Une vue fragmentaire et minoritaire de la société leur masque la réalité de cette société. C'est pourquoi ils s'engagent dans les voies de la violence. Canada. Otage. Assassinat. Argentine. Assassinat. Italie. France. Rapt. Otage. Menace. Allemagne. Enlèvement. Évidemment, quand on parle du gauchisme, c'est toujours la violence. La violence est parfois nécessaire. Elle a même été souvent dans l'histoire des sociétés. En réalité, il faut juger de la cause pour laquelle on exerce cette violence. Le moment que l'on choisit pour l'exercer et la façon dont on l'exerce. C'est cela qui compte, ce n'est pas la violence en soi. Le gauchisme, c'est l'incapacité d'adapter les moyens aux objectifs. De toute façon, il débouche sur l'échec. C'est d'ailleurs une leçon permanente de l'histoire. Il y a eu 1848, qui est une grande manifestation romantique qui débouche sur une guerre civile et se termine plus tard sur une dictature. Un grand pourfendeur de bêtises, Flaubert, a admirablement décrit dans son éducation sentimentale ce qu'avait été le gauchisme de son temps. Puisque le théâtre était le foyer de l'instruction nationale, il votait pour la réforme du théâtre. Et d'abord, plus de direction, plus de privilèges. Oui, d'aucune sorte. Le jeu de l'acteur échauffait la multitude et d'émotions subversives se croisaient. Plus d'académies, plus d'instituts, plus de missions, plus de baccalauréat, à bas les grades universitaires. Conservons-les, dit Sénécal, mais qu'ils soient conférés par le suffrage universel, par le peuple, le seul vrai juge. Eh bien, en 1968, il n'aurait été en rien dépaysé. Il fallait d'abord passer le niveau sur la tête des riches. 1871, la Commune, c'est la réaction d'un peuple profondément humilié
qui a déjà consenti beaucoup de sacrifices et qui essaye de réagir devant la défaite avec un mélange de patriotisme et d'aspirations sociales évidentes. Le phénomène populaire de 1871 devient en 1968, à cause de la société industrielle qui a créé une immense bourgeoisie, un phénomène bourgeois. Ce qui est inquiétant dans le gauchisme, c'est son refus d'analyser objectivement une situation et sa tentation de créer artificiellement les conditions de la révolution. Ce qui l'aide le plus, c'est un décrochage du monde politique dans son langage avec la réalité. Oui, nous sommes de bons Français, mais nous ne saurions récuser tous les hommes de progrès faisant de bons Français pour une France libérale et prospère. Mais dans la liberté. Un programme de gouvernement social et démocratique regroupant l'ensemble des républicains. Dans le respect des institutions de la Ve République, dans la nous préparons avec responsabilité et mesure le renversement du pouvoir des trusts monopolistiques et l'avènement pacifique du centralisme démocratique grâce à l'Union populaire. La réforme, c'est la France. La France, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est la France. Notre réalité, c'est que la société libérale n'est pas sans défaut. Cette société individualiste cultive les égoïsmes. Il n'y a pas de solidarité véritable. La seule qui existe vient des textes et non du cœur. Peu de gens se sentent concernés par les autres. Aucune catégorie socio-professionnelle ne se soucie de ce qui arrive à une autre catégorie. Les problèmes des conditions du travail ne sont pas d'origine idéologique. Elles sont d'ordre technique, quelle que soit la société. La société industrielle suscite ces contrepoisons, ne serait-ce que par ces tensions qui sont désormais un facteur permanent de notre monde. Elles sont fécondes et permettent le progrès. Seules les sociétés libérales permettent l'expression des tensions. Ce qui se passe dans toutes les sociétés libérales est une preuve de réalisme et de vitalité. La société libérale est celle qui permet des progrès et qui assure la liberté. Il est plus difficile de s'attacher opiniâtrement à la faire fonctionner que de la contester de manière complètement irresponsable, car cette société, parce qu'elle offre de garanties à la liberté, est fragile. Le gauchisme est dangereux, car l'apparence de désordre qu'il crée peut donner à la grande masse une soif d'ordre, ayant pour conséquence l'avènement d'un régime totalitaire, fasciste ou communiste. La confrontation n'est pas entre le capitalisme et le socialisme. Il y a longtemps que les sociétés libérales de l'Occident ont dépassé ce problème. La confrontation est entre la liberté et le totalitarisme. C'était bien d'un bout à l'autre le film de M. Alexandre Sanguinetti. Je pense, messieurs, que ces deux films vous ont inspiré bien des réflexions, mais enfin, ces réflexions font déjà partie du débat. Alors, à moins que vous n'y voyiez un inconvénient, on peut entrer tout de suite dans le vif du débat que vous présente Alain Duhamel. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons aborder ce débat de trois façons. Première façon, pourquoi le gauchisme, et notamment pourquoi le gauchisme maintenant? Deuxième question, que faut-il penser, que pensez-vous l'un et l'autre des techniques utilisées par le gauchisme? Et enfin, troisième question, le gauchisme est un phénomène nouveau, eh bien, quelles sont les perspectives qui sont ouvertes par le gauchisme? Alors, monsieur Michel Rocard, c'est votre film qui est passé le premier, donc c'est à vous de commencer. D'abord, au fond, je me demande si j'ai envie de poursuivre le débat. Après tout, j'aime mieux laisser Sanguinetti sur les idées complètement fausses qu'il a des militants révolutionnaires d'aujourd'hui. Ça garantira mieux le succès de notre stratégie, de notre offensive. En tout cas, tant que nous ne serons que ce que vous venez de montrer, effectivement, il n'y a pas grand-chose à craindre, seulement justement. Ce qu'on appelle le gauchisme, et encore une fois, ce mot est vague et recouvre tout et n'importe quoi, mais ce qu'on appelle le gauchisme, et dans quoi je me situe donc, qui appelle cependant un tri, c'est quoi? C'est une insatisfaction dans la société telle qu'elle est dans son ensemble, et pour deux raisons. Vous avez deux grands courants, que d'ailleurs on a bien senti à travers les deux films.
Le premier, c'est un doute, une inquiétude ou une colère de la jeunesse, de ceux qui se forment, se préparent à entrer dans cette société et la voient exclusivement centrée sur la recherche du profit, des carrières, des avantages matériels. Longtemps, des millénaires, l'humanité a tenté de sortir de la famine, de la misère. Maintenant, il faut savoir quels sont les enjeux. Et maintenant, la société que vous défendez n'en propose plus qui mérite qu'on vive pour elle, pour eux. Et puis, second problème, celui des conditions du travail, celui de cette exaspération généralisée sur la vie quotidienne, les transports en commun, les cadences au travail, et ainsi de suite. Et il n'est pas vrai que ce ne soit un problème que technique. Il est toujours question de savoir qui a décidé que la cadence serait telle, qui a choisi le type de machine sur lequel on met tel ou tel homme, qui, en fonction de qui on décide, qui a choisi que notre urbanisme serait aussi exécrable qu'il est, et ainsi de suite. Il y a toujours du technique, bien entendu, et nous ne le nions pas. Il y a aussi d'abord une question politique. Le gauchisme d'aujourd'hui, c'est la convergence de ces deux grands mouvements, et c'est le fait que la société telle que vous la défendez n'a plus de structures, d'institutions qui permettent de mettre ces choses-là en cause. Il n'y a plus de débat social possible. Vous avez entendu des hommes tout simples, des femmes toutes simples, qui en arrivent à des actes qui sont illégaux devant vos lois, par conséquent gauchistes, et qui engagent une bataille, et qui ne sont absolument pas des gens sans projet. Dernier mot. Le mouvement ouvrier, syndical, reconnu, maintenant estampillé, garanti par la Constitution dans ses libertés, reçu dans une assemblée parlementaire, consultative, mais parlementaire tout de même, a été 70 ans illégal. La grève a été pourchassée, interdite, pendant à peu près 70 ans aussi. Pendant cette période, comment parlait-on des ouvriers qu'on jugeait sales, chevelus, faisant dans l'illégalité, lançant des actions pas toujours si responsables? Il a fallu aussi avoir ces traditions, prendre la mesure de l'adversaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la naissance d'une mise en cause de votre système de pouvoir. Il y faudra en effet la rendre compatible avec un projet politique, et ça n'est ni clair ni fini, bien sûr. Il y a de la déperdition, des actions inutiles, c'est vrai, d'accord. Méfiez-vous, ne prenez pas ce combat pour vain, il est l'essence même et tout le projet d'avenir de notre société. Monsieur Sanguinetti. Ce que vous défendez, c'est une vue révolutionnaire que pourrait avoir une gauche et non pas le gauchisme. Le gauchisme est une maladie de la société. La gauche est un comportement de la société, comme la droite est un comportement de la société. Il est même probable que dans les sociétés modernes, quelles qu'elles soient, dans les mêmes mouvements politiques doivent se confondre désormais et la gauche et la droite, car le monde moderne a besoin en même temps de stabilité et de progrès, et personne ne peut l'éviter. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que les tensions du monde moderne sont fécondes. Le gauchisme n'est pas nouveau. Le gauchisme est aussi ancien que la gauche. Il est responsable très souvent des échecs de cette gauche. Et ce que nous lui reprochons, c'est le côté anarchisant qui ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'il se propose. Ce n'est pas la crainte qu'il peut inspirer. Il n'y a aucune chance que le gauchisme puisse l'emporter en tant que tel. Il ne peut que préparer la voie à un système totalitaire. Qu'est-ce que le gauchisme dans un pays comme la France aujourd'hui? C'est une crise de la mauvaise conscience de la bourgeoisie. Car en réalité, qu'est-ce qu'être un bourgeois? Et vous en êtes un. Aujourd'hui, vous savez, pour les communistes qui nous regardent, Monsieur Rocard, nous sommes des alliés objectifs et nous avons les mêmes origines. Il n'y a rien à faire, le péché originel, nous l'avons. Mais pour les révolutionnaires, les alliés objectifs, c'est eux et vous. Bien sûr, et en réalité, ce sont eux et vous, pour nous. Ben voilà, le triangle est complet, alors allons au fond des choses. En fait, qu'est-ce qu'être un bourgeois? Il y en a bien des définitions, nous les connaissons tous les deux, on nous les a apprises. C'est essentiellement avoir droit de cité. Vous nous avez reconnu tout à l'heure que Dieu merci enfin, le monde ouvrier a droit de cité, et de ce fait même, il est bourgeois. Qu'est-ce qu'a produit le monde industriel? Qu'est-ce qu'a produit le monde industriel? Une immense classe sociale, unie par les mêmes modes de vie, les mêmes niveaux de vie, les mêmes moyens de vie et une éthique commune.
Oui, il existe une France pauvre. Oui, il existe des régions pauvres, des catégories pauvres, des individus pauvres, des classes d'âge pauvres. Mais ils sont minoritaires. Ils ne sont plus majoritaires. Et c'est pour ça que le mythe révolutionnaire que vous cultivez n'a plus de sens, car il s'agirait de faire la révolution contre la majorité des classes sociales, des régions et des individus. Mais le devoir de la majorité, c'est de résoudre les problèmes de ces minorités et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres, mais des gens aisés. Or, quelle est la société qui pourra le mieux y parvenir parce qu'elle n'est pas figée dans des dogmes? C'est la société libérale. Qu'est-ce que la société libérale, monsieur Rocard? Ce n'est pas la société capitaliste. En quoi notre société est-elle capitaliste au sens exact du terme? Vous savez aussi bien que moi que 50% de la puissance économique de la nation française appartient à la collectivité nationale et que si vous aviez été en 1968 président de la République, il y a pas mal de choses que vous n'auriez pas eu besoin de nationaliser. C'est fait. Il faut peut-être les commander différemment. C'est assez réjouissant. Tout y est, c'est prodigieux. Vous-même venez de dire, le sujet est large. Vous-même venez de dire que le problème, c'était seulement de permettre aux pauvres d'être moins pauvres. Et si justement, le problème essentiel, c'était le souci qu'ils ont de vivre dignement, pourquoi est-ce que la direction du Joint français a refusé pendant si longtemps d'ouvrir le débat et finalement a cédé sous une pression considérable d'un millier de travailleurs solidairement en grève, sans aucune espèce de faille à cette unité pendant 8 semaines et avec un considérable soutien de la population? Vous savez pourquoi? Non pas parce qu'il demandait une augmentation de salaire que le groupe financier pouvait payer, mais parce qu'il la demandait uniforme. Parce que c'était une lutte contre une hiérarchie excessive, contre une injustice même dans cette hiérarchie. Personne ne nie qu'il y aura longtemps des travaux qui seront de nature différente et qu'il faudra payer différemment. Mais tout le monde est prêt à constater que cette inégalité ne se traduit pas par une échelle de salaire de 1 à 17. Ça n'a plus de rapport avec la différence de qualification dans les tâches. C'est l'injustice qui est en cause. Et vous voulez que je vous dise pourquoi vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire, ça me donnerait envie de rire, mais vraiment je n'ai pas le cœur à ça, une monstruosité du type « le monde ouvrier a droit de citer, du coup il est bourgeois ». Eh bien, je vais vous raconter quelques événements qui se produisent et comment vous-même et le milieu que vous représentez, ceux qui gouvernent la France avec vous, du côté des patrons comme des ministres, parce que moi je ne fais pas la dissociation, et quand c'est un gouvernement tel que le vôtre qui gère le secteur public nationalisé, en effet, il n'y a pas lieu à faire énormément de différence. Thionville, les Nouvelles Galeries, la semaine dernière, une grève qui commence. Des ouvrières, uniquement des ouvrières, peu qualifiées, relativement peu syndiquées. Elles voulaient faire un meeting pour expliquer à la population ce qui se passait. Elles le font dans le magasin. Les CRS chargent à 2 reprises. Vous facilitez la prise de conscience. Ces jours derniers, une autre grève commence à Clermont-Ferrand, chez Zélan. Une petite usine étonnante. Peu de personnel, 350. Pas tout à fait. L'unique brevet mondial de pneus à carcasse radiale pour des poids lourds. Un des 2 brevets mondiaux, l'autre étant Michelin, également français, de pneus à carcasse radiale pour les voitures légères. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de telles pressions américaines, japonaises et des banques françaises pour que cette entreprise cède ses brevets, qu'on la rachète, qu'on essaye de lui casser les reins. À plusieurs reprises, on a tenté. Voilà une entreprise qui a une chance d'avenir considérable. 74 licenciements. 74 licenciements ces jours derniers, parce que votre gouvernement laisse faire plutôt ses pressions, plutôt que de lui donner sa chance et de garantir que le crédit joue bien. Ils occupent l'usine. Ils ont raison. Ils ont raison. J'en ai comme ça des quantités à vous citer. Voilà le type de gestion que vous avez. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas seulement le monde ouvrier, c'est l'ensemble du monde du travail, paysans, de plus en plus commerçants, ouvriers, employés et souvent cadres. Car méfiez-vous, les cadres aussi, mieux placés peut-être pour juger de l'emploi qui est fait du pouvoir patronal dans l'entreprise, sont peut-être ceux qui poseront finalement la question de qui commande en alliance avec le monde des travailleurs. C'est ce qui fait que ce débat-là ne peut pas sortir. Et votre société, vous la croyez libérale, c'est une imposture. Vous avez choisi le mode de scrutin le meilleur pour que la contestation n'y passe pas. Toutes les institutions sociales sont bloquées. Et quand par hasard, le monde ouvrier, à travers ces institutions représentatives et reconnues, essaye de poser les questions mal élevées, les questions de qui commande, et non plus seulement de comment être mieux payé, là, curieusement, la mécanique du dialogue social se bloque. On n'en entend plus parler.
Votre société, elle n'a rien de libéral à cet égard. Elle n'est pas du tout prête à accepter que ses fondements mêmes soient mis en cause pour faire un nouveau pas vers une société plus consciente d'elle-même. Et c'est ce qui fait que votre propos est totalement erroné. Monsieur Rocard, vous pourrez me citer 100 exemples fragmentaires, tous fondés. Ça ne fait pas l'ensemble d'une société. Et quand vous parlez du joint français, dois-je vous rappeler, vous l'avez d'ailleurs dit en passant, mais sans vous étendre, que la totalité de la population, tout parti mêlé, tout mouvement mêlé, oui, toute classe de la société mêlée, a soutenu le joint français. Et que s'est-il passé? Ils ont gagné. C'est-à-dire que nous sommes une société où l'on peut gagner. Tandis que, voulez-vous me citer un autre exemple dans le monde de société qui puisse faire mieux sur le plan du mode de vie, sur le plan du niveau de vie, sur le plan des libertés, sur le plan de l'égalité, sur le plan de la justice sociale? Pas une. Voilà pourquoi nous sommes la moins mauvaise des sociétés. Vous ai-je dit que nous étions bien? Vous ai-je dit que nous avions résolu tous les problèmes? Vous ai-je dit que nous étions à donner un exemple toujours? Mais comme tout est relatif par rapport aux autres sociétés, et singulièrement à celle qui se part du nom de socialiste, nous sommes ce qu'il y a de moins mauvais. Monsieur Michel Rocard. Il ne faut pas tout mélanger. La société dans laquelle nous vivons, la société, non, je vous en prie, la société dans laquelle nous vivons, c'est l'Europe occidentale. Techniquement, c'est là que la révolution industrielle a commencé. Ce n'est que le malheur de deux guerres. Si les États-Unis se sont développés plus puissamment, nous sommes dans la zone de pointe du monde entier. Vous pouvez toujours prendre vos comparaisons dans des pays qui ont commencé leur développement un siècle après et qui ont payé lourd leur sortie de la pauvreté. Ce sont comparaisons qui ne nous concernent pas. Et comparaison n'est pas raison, vous l'auriez dit à d'autres occasions. Alors, la Tchécoslovaquie, par exemple. Tchécoslovaquie, c'est aussi une guerre internationale qui l'a naufragé, vous le savez comme moi. Alors, tout ça ne prouve rien. Ce qui est en cause ici, aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays voisins, car les situations sont bien les mêmes, c'est de savoir si, oui ou non, la société que vous dites libérale, le patronat qui y dirige la production et toute l'influence que ça suppose, le gouvernement qui, sous le contrôle du précédent, organise la circulation d'ensemble, sont prêts à reconnaître qu'on en a assez du gouvernement arbitraire, du patronat dans la production et d'un système de décision qui est en fait le maintien d'une hiérarchie militaire, le maintien d'une situation de dépendance pour chaque individu tout au long de sa vie. Prenez 95-96% des Français, tous ceux qui n'ont pas des fonctions de haute direction. L'essentiel de l'expérience de leur vie, c'est toujours d'avoir subi les décisions des autres. Et dans votre propos de tout à l'heure, vous ne leur promettiez rien d'autre, sinon un peu plus de bien-être. Je dis qu'aujourd'hui, à partir du niveau de culture, du niveau d'information et d'éducation, et du niveau de développement technique des pays de notre zone d'Europe, sans aller regarder chez les autres qui sont partis bien plus tard, il est possible aujourd'hui de se donner les moyens d'une société créée par les hommes et contrôlée par eux en collectivité et non plus par le canal arbitraire de l'intérêt privé. Monsieur Rocard. Attendez un instant, s'il vous plaît. Maintenant, je crois que les choses commencent à être claires et qu'on voit bien l'un et l'autre quel est votre point de vue sur les causes profondes du gauchisme. Il y a une chose qui serait importante à dire et que je vous avais demandé à l'un et l'autre, et peut-être est-ce que ça vous permettra en répondant à M. Rocard de le dire, c'est pourquoi le gauchisme maintenant? Les raisons que l'un et l'autre vous avez exposées concernaient après tout la société telle qu'elle fonctionne. C'est important de savoir aussi pourquoi c'est aujourd'hui, pourquoi c'est depuis 1968. Alors, M. Sanguinetti. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un phénomène de la mauvaise conscience de la bourgeoisie qui est passé sans transition de la bonne conscience à la mauvaise conscience sans connaître la conscience. L'origine en est ancienne, c'est notre 19e siècle, notre 20e siècle. Il est vrai que nous sommes sortis du 19e siècle en 1950, Monsieur Rocard. Les peuples ne sortent jamais des millésimes, des millésimes aux dates prévues par les calendriers. Et brusquement, sous l'influence de ce qui s'est passé, entre autres, pendant la dernière guerre, et aussi parce que l'enseignement confessionnel du marxisme dans les universités a fait découvrir à beaucoup de jeunes gens de la bourgeoisie des problèmes qu'ils ignoraient dans leur famille et qu'on ne leur avait jamais appris. Et c'est probablement votre cas. Ils ont découvert le problème de la condition ouvrière, mais ils l'ont découvert quand elle avait déjà changé.
C'est comme l'Église qui a l'air de découvrir la condition ouvrière parce que Zola n'est plus à l'index. Ça a tout de même changé depuis. Et cette mauvaise conscience, ajoutée à l'enseignement marxiste de l'université, a créé le gauchisme. Le gauchisme n'est pas un phénomène marxiste. Le gauchisme n'est pas un phénomène qui, par exemple, pourrait s'appliquer aux personnes que vous nous avez montrées et qui ne sont pas des gauchistes, vous l'avez bien dit, qui sont des mécontents, d'une part, en ce qui concerne l'artisan, lequel n'est pas un révolutionnaire, car ce qu'il souhaite, c'est le maintien d'une structure antérieure. Non. Tandis que vos ouvrières ne sont pas non plus des révolutionnaires. À quoi est-ce qu'elles aspirent? Au droit de cité. Voilà ce qu'elles demandent. Et s'il est vrai que nous ne l'avons pas encore donné, il n'est pas prouvé que nous ne sommes pas capables de le donner. Dans la condition du travail, voulez-vous me dire quelle est la différence de conditions entre l'ouvrier spécialisé de Renault au Mans et l'ouvrier spécialisé de l'usine Drapeau Rouge à Volgograd? Oui, il y a une différence. C'est que de toute façon, quand même, le mode de vie et le niveau de vie sont encore un peu supérieurs dans nos sociétés. Le phénomène est technique. Qu'est-ce qui a supprimé l'esclavage en l'an 1000 en Europe occidentale? 1000 ans de morale chrétienne ou l'invention du collier de cheval et du moulin à eau? Pourquoi n'y a-t-il plus de soutiers dans la marine? Parce qu'on a inventé la chauffe au charbon pulvérisé et au mazout. Vous le savez comme moi, les conditions techniques sont majeures, elles sont supérieures aux conditions idéologiques. Et c'est ce que le gauchisme ne veut pas voir. Le communiste commence à s'en douter, et même à l'apercevoir bien. C'est pour ça qu'il change son vocabulaire. Et là, nous entrons dans le problème que vous nous avez posé, parce qu'il y a dans le gauchisme aussi la déception vis-à-vis des partis de gauche en France. Il y a les socialistes, dont chacun sait qu'ils se disent de gauche, mais qu'ils ne le sont plus depuis longtemps, conservateurs d'eux-mêmes. Et puis il y a les communistes. Mais les communistes qui, justement, savent appliquer l'analyse objective d'une situation et qui savent que les conditions objectives de la révolution ne sont pas réunies et qui tentent d'approcher le pouvoir par les voies normales. Ce qu'il ferait du pouvoir, une fois qu'il l'aurait atteint par les voies normales, est un autre problème. Mais pour le moment, c'est cela. Eh bien, l'impatience, le romantisme de la violence qui est inhérent à toute jeunesse. Car les garçons qui vous suivent ou qui suivent les gauchistes, il y a 40 ans, où est-ce qu'ils auraient été? Fascistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'action. Parce qu'ils ont besoin de se dévouer. Et c'est en cela que le gauchisme apporte tout de même des éléments concrets. Il est bon qu'il y ait dans notre société des éléments qui nous empêchent de nous endormir et qui nous obligent à réfléchir. Il n'y a rien de pire que le contentement de soi. Je ne crois pas l'avoir et je ne crois pas que la plupart d'entre nous l'aient. Nous savons, par exemple, que ce problème de déterminer qui doit donner l'ordre pour organiser le travail est posé. Quand le général de Gaulle nous a parlé de la participation, c'était ça. C'était pas autre chose. Nous savons bien qu'il y a un problème posé. Nous ne croyons pas que l'on puisse le résoudre autrement que dans une société capable d'évolution, alors que vous nous demandez une société figée une fois pour toutes dans ses dogmes. Monsieur Michel Rocard, vous répondez sur ce point, et puis alors ensuite nous passons au second point qui est la question des moyens utilisés par les gauchistes. Oui. Pourquoi le gauchisme maintenant? Peut-être justement que l'évolution des techniques fait apparaître un problème de commandement de ces techniques. Et c'est là précisément que nous avons, nous, un désaccord grave avec le Parti communiste français. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où la société sort en effet de la vieille famine millénaire, nous sommes sortis du Moyen-Âge très tard, ça c'est un diagnostic historique exact et que je partage. La question de savoir au profit de qui, dans quel sens, d'organiser dans l'intérêt commun cette société, c'est celle-là qui se trouve posée. La revendication, elle est l'autogestion, c'est-à-dire le pouvoir contrôlé, révocable, soumis à la validation de ceux qu'il subit, y compris dans la production. Ça existe dans nos communes depuis un certain temps, ou pas très bien d'ailleurs. Il faudrait préciser ce que pourrait être cette démocratie communale de manière beaucoup plus active. Créer véritablement la gestion de la production par les travailleurs eux-mêmes ne devient possible qu'à partir du moment où on sait maîtriser l'information et où on sait la gérer.
Ce sont les techniques qui vous créent ce type de problème. Mais là, il n'y a pas de réponse dans les institutions classiques. En effet, il n'y a pas de réponse de la gauche traditionnelle, c'est parfaitement exact. Je suis d'accord aussi sur un point, et c'est le seul, que le problème n'est pas de l'impatience. Le tri entre les révolutionnaires et les gauchistes, c'est justement le problème de la capacité longue à prendre en charge un même effort, à faire passer un projet politique à travers ce qui est d'abord une protestation. Mais votre propos est étonnant. Vous êtes capable de dire sur la Commune, de dire sur l'histoire du mouvement ouvrier un certain nombre de remarques historiques parfaitement exactes, et vous ignorez qu'en même temps, ce fut apprentissage de la lutte, qu'il y a eu, en effet, des erreurs, des scories à chacun de ces moments. Et maintenant que naît la grande contestation sur le qui commande dans notre société, parce que c'est la question d'après celle de la misère, et c'est pour ça que le gauchisme vient maintenant, là, vous n'avez plus le même raisonnement, là, vous prenez peur et vous défendez le système comme il est. Quant à la bourgeoisie, mauvaise conscience, etc., moi je veux bien, et bien entendu, il y a toutes les occasions de prise de conscience. Ma prise de conscience ne fut pas celle d'un militant ouvrier aux pièces dans son usine, c'est bien clair, je n'ai pas besoin de vous pour me l'entendre dire, je le sais, je suis assez capable de l'affirmer. Mais pourquoi sommes-nous ici ce soir? Ce gauchisme-là, à qui fais-tu peur? De quoi il s'occupe et en quoi est-il important? En revanche, est-ce que c'est pas le déclenchement de la grève de Thionville? Est-ce que c'est pas le juin français? Est-ce que c'est pas cette grève du préventorium de Brégy depuis 4 mois maintenant, illégale aussi, tout ça? Le voilà, le gauchisme, en ce moment même, qui fait actualité, qui vous oblige à vous en expliquer. Et celui-là, c'est pas la mauvaise conscience de la bourgeoisie. Je veux mieux vous laisser dans vos erreurs, ça nous arrangera stratégiquement, mais tout de même, au niveau du débat, je ne peux pas vous laisser dire ça. Les revendications normales des gens en lutte ne sont pas du gauchisme. Dès l'instant qu'elles sont illégales, qu'est-ce qu'elles sont? Et encore faudrait-il savoir ce que vous appelez révolution. Pour ma part, j'en ai connu 4 dans ma vie. 36 a été une révolution. 40 a été une révolution. 45 a été une révolution. Et même 58 a été une révolution. Et ce que j'ai constaté aussi, ce sont deux révolutions capitales. Celle de l'audiovisuel et surtout celle de l'informatique. Voilà les vraies révolutions de notre temps. Il ne suffit pas de se dire révolutionnaire pour faire des révolutions. Ah, certes. Alors, je n'ai pas cette prétention. Monsieur Sanguinetti, je vais vous demander maintenant de passer au second point, c'est-à-dire de s'expliquer sur les moyens qui sont utilisés par les gauchistes, puisque c'est une question évidemment que tout le monde se pose. Et avant, je voudrais préciser d'un mot que puisqu'il se trouve que le Parti communiste a été mis en cause et par vous-même et par Michel Rocard à un moment, il y aura dans la troisième partie de cette émission un membre du Parti communiste qui répondra certainement sur ce point. Alors, monsieur Sanguinetti, maintenant, les moyens qui sont utilisés par les gauchistes. Ce sont des moyens affligeants pour l'objectif qui se propose. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas systématiquement hostile à la violence, et qui pourrait reprocher à ma génération d'avoir utilisé la violence pour abattre l'hitlérisme, par exemple. Mais encore une fois, il faut savoir, quand on veut utiliser la violence, ce que l'on veut atteindre, le moment que l'on choisit, et les moyens dont on dispose. À aucun moment, le gauchisme, disons, depuis la libération, mais pour mieux dire depuis 68, puisque ça a été la grande manifestation, n'a pu atteindre le moindre objectif par la violence. Il a au contraire joué contre lui et contre toute la gauche parce qu'il a inévitablement renforcé le pouvoir. Et lorsque l'on voit comment, en Italie par exemple, il a pratiquement disparu de la scène politique aux dernières élections, permettant au Parti communiste de maintenir ses positions, quelques voix près, mais en renforçant la démocratie chrétienne et surtout en faisant réapparaître le fascisme italien. Certes, ce fascisme italien n'est pas encore dangereux, mais il suffirait que quelques Feltrinelli, les millionnaires de gauche, jouent encore à la révolution pour que le MSI avance encore. Nous n'en sommes pas là en France, pourquoi? Parce que malgré toutes les tares que nous avons, tous les défauts que nous avons, nous sommes capables de maîtriser une situation non pas sur le plan policier, monsieur Rocard,
Vous avez une façon de décrire M. Raymond Marcellin comme s'il était Beria ou son successeur, la NKVD, qui est du plus haut comique. Et encore une fois, si vous aviez été président de la République, je doute que vous vous seriez passé d'un ministre de l'Intérieur. Et tel que je vous le connais, vous l'auriez bien choisi. N'importe quoi. N'importe quoi, mais hélas vrai. Eh bien, ces gens non seulement collectionnent les échecs, mais les font collectionner, ce qui est beaucoup plus grave, à la cause qu'ils défendent et à tous les partis de gauche, étant entendu que je ne range pas le Parti communiste dans les partis de gauche, de même que nous ne sommes pas, nous gaullistes, dans les partis de droite, que nous sommes des manifestations du monde moderne, les uns dans la voie libérale et les autres dans la voie totalitaire. Vous êtes accrochés à des schémas de pensée qui sont du XIXe siècle. Nous essayons de nous en dégager, je dis bien nous essayons de nous en dégager, mais tout votre vocabulaire est du XIXe siècle, tout le vocabulaire gauchiste est du XIXe siècle, et toute leur action est une action du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et je le répète, ces garçons-là, s'ils étaient nés 40 ans plus tôt, et d'ailleurs il n'est pas interdit de penser que leur grand-père l'était, auraient été fascistes. Monsieur Michel Rocard. Bon, je vous laisse jouer au puzzle du jeu d'échecs politique dans la sphère qui est la vôtre pour déplacer le PC, l'UDR, vous êtes mon collègue à l'Assemblée. Je sais, oui, je siège à côté du Parti radical par un hasard de secrétariat, ce qui montre bien que tout ça, enfin que les situations gauche-droite... Mais mon jeu, c'est le vôtre. Certes pas. C'est là justement que ça se complique. Alors, fallait pas vous présenter. Parce que, si, précisément. Tout le problème, c'est justement qu'un projet politique traduise cette mise en cause d'une société. Et en effet, ce que vient de traduire la situation italienne, c'est que nos camarades n'avaient pas de projet politique. Et ça se débat aujourd'hui dans le mouvement révolutionnaire, et ça se débat tout spécialement dans mon propre parti. Vous savez fort bien, d'ailleurs, que notre réflexion et nos formes d'organisation sont autrement plus avancées et précises qu'en Italie à cet égard. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous inquiète plus. Mais de toute façon, mon propos pour ce soir n'est pas là seulement. Je voudrais revenir, moi, sur ce que vous appelez les gauchistes. Vous en avez une idée complètement fausse. Et sur leurs moyens. Alors, retenons un certain nombre de choses. Dans cette société d'ennui, le gauchisme, c'est d'abord aussi une revendication de joie de vivre, une capacité à la fête, une capacité à vivre... triste d'aspect. Mais je m'imagine mal comment vous pourriez les connaître, de toute façon. Moi, j'en connais pas mal, et figurez-vous... il est probable qu'ils ne vous font pas directement leur meilleure confidence. Vous êtes probablement pas mieux placé pour ça. Je suis qu'un député de province. On se rencontre en province. Certes. Eh bien, figurez-vous que moi, ce que je retrouve dans le gauchisme, et je voudrais bien en faire un projet politique, mais d'abord, c'est une certaine joie de vivre. C'est le refus d'une société d'ennui profond, et c'est justement l'exigence de là quelque chose qui change. Moi aussi. Mais sur les moyens, faudrait alors vous fatiguer peut-être un peu plus. Mais sur les moyens, prenez un problème comme celui des prisons. Aurait-il éclaté, serait-il maintenant devenu un problème urgent posé à l'ensemble des institutions de la France si un certain nombre de militants révolutionnaires, beaucoup plus que gauchistes, parce que j'ai rien à faire de ce terme à la limite, moi je me sens un militant révolutionnaire et tout ce qui ne cadre pas avec une stratégie qui est patiente, qui sait utiliser les institutions, je suis député et j'entends bien le rester, et je ne ferai pas de cadeau à cet égard, croyez-moi, tout ce qui ne s'intègre pas dans cette stratégie, en effet on en a peu à faire, sinon que cette contestation de la société, c'est la matière première de la volonté de faire un pas plus en avant. Problème des prisons, problème de ces militants révolutionnaires qui, à Meulan, ont occupé une mairie pour dénoncer un scandaleux trafic sur la main-d'œuvre immigrée. Aurait-il été possible de le faire apparaître, de le dénoncer autrement? Probablement pas.